Mon nom est Christian Carrier. Aujourd'hui, je me sens un petit peu comme un imposteur parce que on a déjà couvert cette filière de façon assez extensive. Mais quand même, aujourd'hui, je veux vous parler d'un groupe de travail qui avait été quand même assez actif en 2018-2019. Et je vais vous donner un petit peu la genèse de de ce groupe de travail-là. Le CRIBIC, qui est le Centre de recherche industrielle, c'est-à-dire le Consortium de recherche industrielle en biotechnologie du Québec, avait, depuis plusieurs années, s'intéressait beaucoup aux défis industriels de la biochar plutôt. Et en 2017, ils avaient organisé un colloque exclusivement là-dessus pour commencer à faire lever les choses. Ou plutôt animer les choses. Ensuite, entre-temps, ils avaient aussi développé fait un certain nombre d'études sur le potentiel du biochar. Est-ce que c'est une réalité qui a un avenir au Québec? Finalement, en 2018, ils avaient organisé un événement spécial à Drummondville qui s'appelait le CRIBIC Connect. Et là, on avait voulu aller un petit peu plus loin pour dire est-ce qu'on aurait besoin d'une stratégie de recherche collaborative pour la filière biochar? Et donc, il y avait une trentaine de personnes qui s'étaient réunies dans une salle pour une demi-journée. Et à la fin de la journée, ben, on avait dit qu'est-ce qu'on fait? Et les gens se sont dit, ben oui, il faut faire quelque chose. Et moi, je m'étais un petit peu porté volontaire pour animer former un groupe de travail et l'animer. En collaboration avec l'Institut de développement de produits, on avait finalement décidé de développer un roadmap, une feuille technologique pour la filière. Ça avait été soutenu, cet effort-là, par Carbonic, mais aussi par le CRIBIC, RX Énergie, qui va peut-être parler tantôt, Développement économique Canada, qui finance indirectement l'Institut de développement de produits, Biochar Borealis, André vient de vous parler, la MRC de la Jacques-Cartier, ici dans la région de Québec, et Bioptère, le CCT Bioptère. Euh, L'objectif du groupe de travail, c'était vraiment de définir, élaborer une stratégie, un plan d'action pour accélérer le développement, la mise en marché et l'adoption du biochar pour le développement économique durable du Québec. Ça, c'était notre objectif, si vous voulez. Euh, on visait vraiment toute la province de Québec. Euh, Qu'est-ce que c'est que le road mapping? Ici, vous avez une petite illustration que j'ai tirée d'une présentation de l'Institut Institute for Manufacturing, Center for Technology Management de l'Université de Cambridge. Essentiellement, c'est une méthode graphique. Nous, on avait adopté une méthode graphique de faire du road mapping. Essentiellement, c'est une façon de progresser à partir de... On commence par regarder les marchés en fonction du temps. Donc, si on vise un marché d'ici 5 ans, quels produits on devrait avoir pour atteindre ce marché, quelle technologie on a besoin pour développer le produit, ensuite, quel type de recherche de développement on doit faire pour développer les technologies et en dernière analyse, quelles ressources on a besoin pour accomplir tout ça. Euh, donc, c'est une méthode graphique qui aide beaucoup, qui est très interactive. Donc, c'est très utile quand on travaille en équipe pour développer un plan d'action comme celui-là. Les gens qui avaient participé à l'étude ou à l'exercice, l'exercice s'est déroulé presque sur 8 mois. On a eu 6 sessions et donc on avait des gens ici autour de la table. Agrinova, dont on a parlé un petit peu tantôt, Biochar Borealis, GK Environnement, Carbonic, Innofibre, RX, le pôle des technologies pop de la Gaspésie,
Bioptère, la Fédération québécoise des coopératives forestières, ArcelorMittal, Premier Tech, Forêt, Faune et Parcs du Québec. Donc, c'était vraiment une équipe représentative de toute la filière au Québec. Euh, et finalement, l'Institut de développement de produits qui était là un petit peu pour nous aider à appliquer la méthode de road mapping. Je ne vais pas élaborer beaucoup sur le biochar, mais nous, on avait adopté une définition assez large pour inclure l'énergie, l'horticulture, la protection de l'environnement, les matériaux à haute valeur ajoutée, l'agriculture et la foresterie. Euh, c'est un petit peu plus large que celle peut-être un peu de biochar borealis, mais quand même, on est dans les mêmes eaux. La feuille de route du biochar maintenant, à quoi ça ressemble? Là, je ne vais pas vous présenter la façon dont on s'y est rendu, mais ça ressemble à ça. Évidemment, vous allez me dire, on n'y voit rien. Ça ressemble beaucoup plus au San Diego Freeway de Los Angeles. Mais quand même, ça donne une idée de l'ampleur du travail qui avait été accompli par l'équipe. Mais je vais quand même faire ressortir de tout ça deux, deux, euh, deux itinéraires qu'on avait dégagés de tout ça. Le premier itinéraire, c'était concernant le biochar thermique, aussi appelé biocharbon, les granules de bois torréfiés, etc., etc. Donc, on parle d'une technologie, on développe une certaine caractéristique à partir de cette technologie-là. Il y a des projets qui s'ensuivent, un profil d'utilisation et finalement l'objectif de marché. Donc, allons-y pour le premier itinéraire. Donc, ça ressemble un peu à ça. Euh, L'objectif de marché que l'on visait, c'était évidemment de réduire les GES dans les communautés isolées. Ça, on avait choisi un des objectifs qu'on avait choisi, un des marchés qu'on avait choisi, c'était la réduction des GES dans les communautés isolées. Pensons entre autres aux communautés du Grand Nord au Québec. Donc, quel genre de technologie on a besoin pour rencontrer cet objectif-là de développer, de déployer des granules de bois torréfiés dans le Grand Nord? Ben, d'abord, ça prend un brûleur qui soit adapté, vraiment bien adapté à ces bois torréfiés. Un bois torréfié de type ISO 225-8. Donc, c'est quelque chose de très, très standardisé. Et on voulait aussi, vu qu'on était à très grande distance, on voulait avoir un brûleur qui soit vraiment bien, euh, de très haute performance, très, très fiable. Et on voulait aussi utiliser les derniers développements de l'Internet des objets pour être capable de faire du diagnostic à distance. La capacité qu'on visait, évidemment, c'était la haute efficacité thermique et la grande autonomie. Euh, pour ça, ben, il fallait avoir un projet de développement, de recherche et développement, développer une chaudière rencontrant les exigences opérationnelles et toutes les fiabilités, toutes les utilities en anglais qu'on dit, utility, manufacturability, maintainability, pour être capable de rencontrer les besoins des communautés isolées. Le profil d'utilisation, c'est évidemment intégrer, démontrer dans un environnement réaliste la conformité aux exigences établies. Et le marché, c'était de construire, déployer et installer une chauffage dans aux granules de bois torréfiés dans une communauté du Nunavik. Donc, évidemment, c'est vraiment un travail énorme qui avait été fait les résultats de ça ont été transférés aux joueurs pour la mise en route, si vous voulez. Un autre itinéraire qu'on avait regardé, c'est le biochar horticole. Nos amis de chez Biochar Borealis, évidemment, avaient participé à ces discussions-là. Encore une fois,
on avait regardé aux technologies, etc., jusqu'au développement du marché. Le marché, c'était les terreaux, un des nombreux marchés qui, qui, qui intéresse les biochars horticoles, c'est le terreau organique pour la sériculture durable. Il y a plusieurs marchés dans le biochar horticole, mais on avait décidé de focuser un petit peu sur la sériculture durable, donc les grandes serres industrielles. Euh, on pensait qu'il y avait un besoin, une technologie pour des biochars biologiquement efficaces. André, M. Benoît en a parlé il y a quelques minutes. L'optimisation des interactions du biochar avec le sol, les engrais et l'eau. Euh, donc, ça prend des terreaux qui soient très stables, reproductibles et certifiables. Euh, le projet, ben, il fallait le faire, ça, développer des recettes de terreaux entièrement organiques. Euh, le profil d'utilisation, comme je disais tantôt, c'est plus intégrer, démontrer le terreau organique dans un environnement séricole réaliste. Et le marché, ben, c'était la commercialisation d'un terreau organique dans une serre industrielle. Le principal bénéfice de développer des roadmaps comme ceux-là ou des cartes routières, c'est que les gens qui participent à son développement ensuite peuvent s'approprier les résultats et retourner ensuite chez eux, dans leur secteur, dans leurs installations, et commencer à utiliser les résultats de la recherche les résultats de l'analyse, les, 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 résultats du roadmap pour lancer leur propre projet. Maintenant, ça, on a fait ça il y a déjà presque 3 ans. Les résultats de cette étude-là avaient été présentés au FIBIC 2019 à Trois-Rivières. Et là, maintenant, la grande utilité d'un roadmap, c'est qu'il faut parfois le remettre à jour. C'est bien beau de se de se mettre en route pour se rendre à Toronto ou à Vancouver, mais de temps en temps, il faut se recalibrer et voir si on est toujours dans la bonne direction. Donc, ce serait peut-être maintenant le temps, 2 ans ou 3 ans plus tard, de se remettre à jour. D'abord pour analyser les domaines qu'on n'avait pas couverts, euh, prendre compte aussi des développements technologiques, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 3 ans. Les marchés ont évolué, les besoins de l'industrie ont évolué, donc ce serait peut-être le temps de se réunir pour faire un autre tour de roue pour remettre à jour notre roadmap. Je voudrais terminer peut-être en remerciant les gens qui ont financé cette étude-là, RX, Énergie, la MRC de la Jacques-Cartier, Biopter, Biochar, Carbonique, qui avaient soutenu le CRIBIC. Et le CRIBIC lui-même avait mis des ressources là-dedans et ces ressources-là avaient été transférées ensuite, comme je disais tantôt, à l'Institut de développement produit pour nous aider et Développement économique Canada qui finance en partie aussi l'industrie. Voilà, moi j'ai terminé.